Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'état de santé des organismes aquatiques et le suivi des effets de la pollution. Donc, c'est pas un sujet nouveau hein, d'un point de vue à la fois problématique de pollution et intérêt des travaux scientifiques par rapport à ce sujet. À savoir que dans le cadre du programme Cénaval, on a déjà initié dès le début des années 2000 des travaux donc en écotoxicologie en estuaire, puis qui est donc la thématique scientifique qui a pour objectif d'étudier l'effet des substances toxiques sur la santé des organismes aquatiques. Et les premiers résultats qui avaient été produits donc au début des années 2000 avaient permis vraiment d'alerter sur les impacts de la pollution donc sur ces espèces, impact qui était assez peu mesuré jusqu'alors. Depuis, les chercheurs poursuivent les développements des méthodes et des protocoles d'évaluation de ces effets. La maturité des développements nous permet maintenant de se projeter dans des suivis plus opérationnels et complémentaires au suivi à la fois des pollutions chimiques et complémentaires aussi au suivi d'ordre écologique. C'est intéressant maintenant de se projeter dans l'application de ces travaux scientifiques en termes de stratégie de suivi. Voilà pour cette petite intro. Aujourd'hui, on va faire le point donc sur cette problématique, sur les réflexions en cours qui nous permettent de continuer d'améliorer finalement l'état des lieux de l'état de santé de l'estuaire de la Seine et de son évolution. Je vais laisser la parole à Cédric pour vous faire le point sur cette problématique. Juste avant, je vous rappelle que ce webinaire il est enregistré et qu'il sera donc après diffusé sur la chaîne YouTube du GIP Cénaval. Voilà, donc on part là pour 25 à 30 minutes de présentation. Et puis, bien sûr, pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on regardera à la fin donc un temps d'échange à travers les questions reçues ou les nouvelles questions qui émergeront à la fin de la présentation. Donc, on aura un quart d'heure, 20 minutes de discussion. Voilà, on terminera avant 14 heures. Ça, le format reste circonscrit en moins d'une heure. Voilà, donc merci à tous pour votre présence et je vous laisse la parole à Cédric. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on va parler de la vie dans l'estuaire de Seine, où on a pas mal d'organismes. Il y a des annélides, des bivalves, des poissons, depuis peu aussi des mammifères marins à l'embouchure de la Seine. Et la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est ces organismes, c'est des individus qui sont présents dans l'estuaire de Seine, mais quel est leur état de santé ? Et comment est-ce qu'on peut les utiliser également comme proxy de la qualité de l'eau et de son évolution via la pression chimique qui s'exerce dans le milieu. Alors, quelques définitions très rapides au départ, surtout pour vous montrer la place que peut avoir cette mesure des effets de la contamination chimique notamment sur le suivi dans l'estuaire de Seine. Comment est-ce que cette thématique peut se placer par rapport aux autres qu'on investigue? Alors, on a plusieurs outils. Aujourd'hui, on va parler d'écotoxicologie, on va parler de biosurveillance, et on a tout un panel d'outils qui va être disponible pour utiliser dans l'estuaire comme une première approche pour évaluer l'état de santé de ces organismes-là. Alors, on a tout d'abord ce qu'on appelle des bioessais. Les bioessais, en fait, on va prendre de la matrice environnementale, de l'eau ou des sédiments qu'on va ramener en laboratoire et on va évaluer la toxicité de cette matrice à travers des tests qu'on appelle des bioessais. Alors, ça peut être des tests sur la reproduction, par exemple, d'organismes auxquels ils vont être exposés à ces matrices-là. Ça peut être des mesures d'une inhibition de la mobilité de petits crustacés. Ça peut être le suivi de la croissance d'algues, par exemple. Et on regarde comment ces paramètres vont évoluer quand ils sont exposés à notre matrice eau ou sédiments et évaluer la toxicité potentielle de cette matrice-là. On a une deuxième famille d'outils qu'on appelle les biomarqueurs. Alors là, les biomarqueurs, c'est un peu différent. En fait, on va aller directement regarder dans l'organisme qui est présent en Seine, quelque part son état de santé, un peu comme quand nous, on va faire une prise de sang. Là, c'est un peu le même principe. Et là, on va aller regarder si ces organismes ont été exposés à la contamination chimique et quels effets ou qu'est-ce que ça peut induire sur leur fonctionnement ou sur leur trait de vie.
On peut regarder des cassures à l'ADN, on peut regarder des réserves énergétiques qui y sont présentes ou des capacités immunitaires. Donc, tout un panel de toxicités différentes qu'on peut évaluer. Il y a deux approches complémentaires. Il y a ce qu'on appelle la biosurveillance active, où là, on va prendre des organismes qui viennent soit d'endroits sains ou du laboratoire dont on connaît l'histoire, qu'on va mettre dans des casiers, qu'on va plonger en scène pendant 2-3 semaines selon les organismes. Et après cette période d'exposition, on va aller regarder les biomarqueurs et comment est-ce qu'ils ont évolué pendant ce temps d'exposition-là. Et donc là, on va vraiment utiliser les organismes comme des outils, comme des proxys pour évaluer la pression toxique qui est véhiculée par la scène. On a aussi des biomarqueurs, enfin une biosurveillance qu'on appelle passive, où là, on va directement aller regarder ces mêmes biomarqueurs, mais chez des individus directement prélevés en scène, sur des individus sauvages. Alors là, on va moins connaître leur histoire de vie, donc c'est un peu moins évident à relier à une exposition directe. Par contre, c'est les organismes qui sont dans le milieu, et là, on voit vraiment l'état de santé des organismes qui y sont présents. Alors, ces approches d'écotoxicologie, donc on utilise le vivant pour surveiller comment est-ce qu'ils peuvent être comment est-ce qu'ils peuvent être modifiés ou altérés en lien avec la qualité du milieu, et ça se place entre le suivi chimique, le statut chimique s'appuie sur des listes de substances qu'on mesure dans l'eau, dans les sédiments, on a des concentrations et qu'on compare à des valeurs seuil, en deçà desquelles on imagine qu'il peut y avoir des effets liés à des données écotoxicologiques qu'on a. Mais par contre, ne permet pas de suivre tout un cocktail de polluants qui peuvent s'additionner, qui peuvent avoir de la synergie ou des antagonismes et pas mal de contaminants qu'on ne connaît pas ou qu'on ne suit pas. À l'autre bout de la chaîne, j'allais dire, il y a les suivis écologiques qui, eux, vont plus s'appuyer sur du phytoplancton, par exemple, sur des invertébrés benthiques ou des poissons. Et là, on va plutôt regarder la structure des communautés, des diversités, des notions d'abondance, pour voir vraiment l'impact après sur les populations liées à tout un tas de paramètres, dont la pollution chimique, mais pas que. Et l'écotoxicologie va se situer entre ces deux mondes-là et apporter des éléments de compréhension, d'interprétation, à la fois pour l'interprétation des données chimiques et des données écologiques. On peut les déployer dans 3 contextes où on aura des exemples par la suite. On peut les utiliser pour des études d'impact où il y a eu un rejet ou un accident et de manière ponctuelle, déployer ces outils sur le terrain pour voir l'impact de la pollution. C'est des choses notamment qu'on a fait lors des incendies, de l'incendie de Lubrizol et Enel Logistique, on y reviendra. Ça peut être ce qu'on appelle des contrôles d'enquête. Là, on fait un constat de pollution et on va aller chercher la source de cette pollution, la source des impacts qu'on peut observer. Et le troisième contexte, c'est plus dans un contexte de surveillance un peu patrimoniale, où là, on veut suivre l'évolution spatiale et temporelle de cette qualité de l'eau à travers ces outils-là de manière beaucoup plus large, et ce qui va rentrer dans les surveillances un peu plus pérennes et long terme. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on observe comme effet aujourd'hui dans les organismes aquatiques de l'estuaire de Seine ? Alors, plusieurs exemples que je vais vous reprendre, c'est pour vous illustrer un peu la diversité ce qu'on peut suivre. Alors, un petit prérequis quand même, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? C'est qu'on a un niveau de pression chimique, de pollution chimique qui est encore important dans l'estuaire, même si c'est largement réduit depuis quelques décennies. N'empêche que ce contexte de multicontamination est très présent. Juste pour vous donner quelques chiffres, on a détecté aujourd'hui plus de 500 substances chimiques dans les eaux, plus de 250 dans les sédiments prélevés dans l'estuaire de Seine. Sur ce petit nuage de points, là, vous voyez différentes familles. On a des métaux, des HAP, des PCB, des PFAS, dioxines, furanes, etc. Donc, beaucoup de substances qui sont détectées et les poissons ou les autres organismes aquatiques sont exposés à cette multicontamination. Ils sont exposés à ce nuage de substances. On a également des stocks historiques de contaminants, notamment dans des zones profondes de vasières où les sédiments sont déposés il y a 40 ou 50 ans et qui sont encore présents. Et qui peuvent être remobilisés à la faveur de tempêtes, de crues ou de travaux et d'être des sources secondaires de contaminants historiques à l'estuaire. On a aussi des zones d'accumulation de déchets plastiques, comme illustré sur cette photo, tout au long de l'estuaire où les déchets viennent s'accumuler et peuvent également exercer une toxicité sur les organismes et les milieux. Et enfin, on a des apports, il y a des pics d'apports lors d'événements particuliers, que ce soit des crues, des orages ou des accidents. Et c'est tout ce mélange-là que la biosurveillance va nous permettre de suivre.
Alors, un premier exemple, hein, avec ces contaminants chimiques qui sont présents dans l'eau, dans les sédiments, mais aussi dans les organismes, avec une accumulation de contaminants à la fois historiques, je pense au PCB par exemple, ou émergents comme les PFAS qu'on a pu retrouver sur tout le long de la chaîne trophique. C'est ce qui est illustré sur cette petite figure où on a regardé des PCB, des retardateurs de flammes et des PFAS sur des bivalves, des crustacés, des annélides et des sols. Et on voit que selon le régime alimentaire des espèces, selon leur âge, selon les habitats fréquentés, on a des niveaux de concentration qui diffèrent et qui peuvent soit s'accumuler ou soit diminuer le long de la chaîne trophique, ça dépend. On observe aussi une imprégnation en microplastique dans les organismes présents en Seine. C'est ce qui est illustré sur la photo en bas à droite, chose qu'on a vue dans des annélides, dans des crustacés ou dans des poissons, plutôt dans le tractus digestif, donc de voir ce passage dans le corps de microplastique. Vous rappelez qu'on a des dépassements des normes sanitaires pour la consommation aujourd'hui dans les poissons liés au niveau de contamination de PCB notamment. Donc c'est ça encore, cette contamination historique qui va notamment empêcher la consommation de ces poissons-là. Et dire aussi, là, on a un projet en cours où c'est des dosages de différents contaminants, dont des PFAS, dans des phoques. Donc là, on est au bout de la chaîne trophique, des phoques qui sont présents à l'embouchure de la Seine, donc à l'exutoire du bassin versant. Et donc, on va regarder un peu le niveau d'imprégnation de ces phoques-là. Alors, un autre exemple, chez des annélides, par exemple, ce qui avait été montré, on avait regardé les réserves énergétiques, leur concentration. Donc là, je vous illustre juste avec le résultat du glycogène, qui avait été mesuré pendant plusieurs années, et comparé à des seuils d'effet qui avaient été définis pour la Seine. Et on voit que, quelles que soient les années, on se situait dans des effets létaux, enfin sublétaux, voire létaux. Là, c'était pour des années 2015 à 2016. Donc, en fait, une diminution de ces réserves énergétiques chez les annélides qui devait la consommer, qui avait un coût énergétique pour lutter contre la contamination chimique qui était présente et avec les effets en cascade qu'on peut imaginer. Un autre exemple sur de l'ADN, c'est sur de l'ADN spermatique chez la crevette, hein, qui est suivi sur le littoral et à l'embouchure de la Seine, où là, on regarde s'il y a des cassures à cet ADN-là, et là encore, une comparaison à des valeurs seuil pour voir s'il y a des effets légers, modérés ou sévères sur ces toxicités sur le génome, ce qu'on appelle la génotoxicité. Et là, on voit une génotoxicité modérée sur le littoral et plus sévère quand on rentre dans l'estuaire de Seine, avec un risque pour ces organismes-là sur leur performance de reproduction. Un exemple, là, sur le poisson, plutôt sur le côté système immunitaire, donc chez de l'anguille, où sont suivis le parasitisme qu'il peut y avoir avec la présence de nématodes sur les anguilles en migration. Donc là, c'est quelques dizaines de pourcents des anguilles qui présentent la présence de ces nématodes-là. Donc, c'est des anguilles qui sont en migration. Et là, près de la moitié qui étaient infestées par ces nématodes, plutôt à l'embouchure de l'estuaire, des données qui ont une dizaine d'années. Et la présence de ce nématode qui est fixé sur la vessie natatoire des anguilles peut limiter leur capacité de nage et avoir des impacts notamment sur leur migration. Et ces organismes vont être plus sensibles à la présence de ce parasite-là quand leur système immunitaire est un peu affaibli par la pression chimique qui peut s'exercer en Seine notamment. Toujours chez le poisson, on a regardé les tissus sexuels, donc c'est ce qu'on appelle l'intersexe, pour voir s'il y a la présence de tissus femelles chez des poissons mâles, c'est ce qu'on appelle l'intersexe. Et chez le gardon, on avait à peu près un quart des poissons, des individus, qui présentaient des signes d'intersexe. Là, c'était des données qui étaient mesurées à pause avant les années 2000. Et sur des données un petit peu plus récentes, on observait moins de mâles intersexués, de manière plus ponctuelle en 2016 où on en avait quasiment un quart là aussi, et les autres années on n'en observait pas, donc qui montrerait un peu une amélioration de cette pression liée à des perturbateurs endocriniens sur les populations, enfin sur ces populations là de gardons ou de poulets présents en estuaire de Seine.
Alors ça, je vous ai montré quelques exemples un petit peu pour vous montrer la diversité de ce qui pouvait être suivi et mesuré. Et pour compiler un petit peu tout ça et avoir une vision plus globale, il y a un projet qui avait été mené qui s'appelait le projet Ecotone entre les années 2015 et 2017, où il y avait différents biomarqueurs qui avaient été mesurés, donc qui montraient des toxicités différentes sur les gènes, sur l'immunité, sur la reproduction. On avait regardé ça sur des annélides, des mollusques, des crustacés, des poissons et aussi des oiseaux prélevés en scène. Donc là, on n'est pas sur du cadging, on était vraiment sur les organismes sauvages. Et il y avait une petite centaine de réponses biologiques qui avaient été regardées sur différentes espèces. Et sur cette petite centaine d'effets regardés, il y en avait à peu près la moitié qui montraient une perturbation. Quelle que soit la toxicité, enfin le type de toxicité qui était regardé. Donc, ce qui fait dire voilà, qu'il y a quand même un état de santé déficient pour les organismes présents en estuaire de Seine. Là, on était sur des organismes prélevés plutôt à l'embouchure. Et quand on compile ces différents biomarqueurs dans un indice global, on arrivait sur un résultat qui montrait un risque majeur pour ces organismes-là liés à la pollution chimique de l'estuaire de Seine. Dernier exemple sur cette partie-là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'incendie qu'il y avait eu en 2019 sur les entreprises Lubrizol et NL Logistique à Rouen, où les eaux d'extinction de cet incendie avaient été en partie rejetées en Seine, dans le bassin en bois, donc qui est un bassin contigu à la Seine. Il y avait pas mal de suivis qui ont été mis en place, notamment chimiques, et en complément de ces indices chimiques ou de ces mesures chimiques, des bioessais et des biomarqueurs avaient été suivis. Alors, sur les bioessais, il y avait des choses qui avaient été faites dans l'eau prélevée dans le bassin en bois, qui avaient montré une légère toxicité avec un gradient amont-aval à l'échelle du bassin. La zone la plus impactée étant la partie où on voyait le plus de toxicité avec ces bioessais. On avait regardé aussi retrouver une toxicité faible dans les sédiments prélevés dans ce même bassin et on avait dézoomé du bassin. On a été regarder ces bioessais dans les sédiments prélevés en Seine, que ce soit à l'amont ou à l'aval du bassin en bois. Et là, on voyait une forte variabilité spatio-temporelle des réponses avec une toxicité qui était présente, mais qui était faible et qu'on n'avait pas réussi à relier avec l'incendie en tant que tel. En complément de ces bioessais, différentes mesures de biomarqueurs avaient été faites. Alors, premier biomarqueur, qu'on n'est pas vraiment un, c'était la mortalité de poissons qui avait été observée dans le bassin au moment des rejets des eaux d'extinction, donc qui indiquait cette pollution dans le bassin suite à cet incendie. Et quand on avait regardé en Seine avec des organismes mis dans des casiers, donc que ce soit des crevettes ou du flé, qui avaient été placés à l'aval du bassin en bois. Sur la crevette, on avait établi des effets génotoxiques, donc sur l'ADN, sans forcément établir de lien complet avec l'incendie, parce que c'est des effets qu'on avait déjà vus de manière, antérieurement à cet incendie, et on était à peu près dans les mêmes gammes d'effets. Sur le flé, on n'avait pas vu d'effet spécifique non plus suite à cet épisode, si ce n'est une dérégulation du métabolisme lipidique, notamment celui lié au cholestérol. Et une des hypothèses, c'est que ça a été relié à des rejets de dioxine et de furane suite à cet incendie-là. Donc, tout ça pour vous dire que on a pu, de manière assez concrète, de manière collective, déployer à la fois des bioessais et des biomarqueurs, donc des approches de biosurveillance de manière générique, en complément à l'approche chimique suite à un accident, ce qui permet d'évaluer différentes toxicités et de s'affranchir de la contamination chimique qu'on ne connaissait pas forcément, on ne savait pas forcément quelles étaient les substances qui étaient rejetées, donc de s'affranchir de ça et de compléter notre diagnostic avec ces outils-là. On a eu des difficultés, où on n'a pas complètement relié ou mis en évidence d'effets liés à l'incendie, hormis dans le bassin en bois, notamment du fait d'un bruit de fond dans la Seine qui est déjà important. Il y a déjà beaucoup de contaminants qui sont véhiculés par la Seine de manière quotidienne. Et comme on était un petit peu sur le même type de substances, notamment des hydrocarbures, du coup, on a eu du mal à décorréler, ou à montrer un signal lié à cet incendie en Seine, même avec ces outils, si ce n'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le flé, avec une approche
protéomique qui avait été mise en place, donc qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus spécifique. Alors, après cette première partie qui permettait plus d'évaluer, enfin de répondre à la question un peu de l'état de santé des organismes qui sont présents en Seine et des différentes toxicités qu'on peut voir, eh ben, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait consolider cet état des lieux, de faire quelque chose de plus croisé, de plus peut-être stable dans le temps pour comparer toujours les mêmes marqueurs et les mêmes espèces et donner un diagnostic un peu plus solide que que cet état des lieux un peu disparate. Alors, pour faire ça, je vais juste vous présenter deux approches, une qui est en cours et une qui est finalisée. Pour celle qui est en cours, en fait, on a déployé un panel de bioessais, donc avec des potentiels génotoxiques, de la cytotoxicité et de l'activité hormonale, qui est mesuré sur des sédiments de Seine prélevés dans différents contextes hydrosédimentaires. Ils ont été mis en œuvre sur des sédiments intertidaux superficiels, donc des sédiments présents en bord de Seine sur des vasières, pour plutôt tracer les apports chroniques de contaminants chimiques par la Seine. Ils ont été également déployés sur des matières en suspension qui ont été prélevées en période de crue et en période d'orage, plutôt là pour montrer la toxicité qui circule en Seine en lien avec des apports ponctuels liés à des événements particuliers, donc crue, orage, comme je vous le disais. Ce même panel, toujours de bioessais, va être déployé sur des carottes sédimentaires qui ont été prélevées dans le secteur des îles, sur des zones où on sait qu'on a une accumulation de contaminants historiques et qui vont permettre de voir l'impact, en tout cas la toxicité qui est portée par ces stocks de contaminants historiques. Et le dernier contexte, c'est sur du sol présent, enfin sous des zones d'accumulation de déchets, notamment plastiques, là, comme on peut le voir sur la photo à droite, plutôt pour tracer les apports ponctuels liés à ces zones d'accumulation plastique. Et l'idée, avec ces quatre contextes de prélèvement, ça va être de hiérarchiser les apports écotoxiques à la Seine entre ceux qui viennent tout le temps, ceux qui viennent plutôt en période de crue orage, ceux qui peuvent être portés par des contaminants historiques et ceux qui peuvent être portés par les zones d'accumulation de déchets. Et l'idée, c'est de voir quels sont les plus importants en termes de sources toxiques et derrière de prioriser des leviers de gestion pour dire voilà, quels sont les contextes sur lesquels il faut agir en priorité d'un point de vue de la toxicité qui est portée par ces sédiments-là. Et l'autre projet, donc qui est finalisé, qui s'appelle le projet de biosurveillance, c'était la mise en place d'un suivi pilote de biosurveillance active, donc de cadging, à l'échelle du bassin de la Seine. C'est ce qu'on voit sur cette carte-là. C'est un projet qui a été mené dans le cadre de la zone atelier Seine, où on avait des points, des stations de mesure, à la fois en milieu continental, jusque sur des affluents à l'amont de Paris, sur l'estuaire de Seine, sur le littoral et sur d'autres continuums le long de la Vire et de la Touques notamment et sur le littoral du Cotentin. Ces différentes stations-là, selon les stations, on a déployé des espèces différentes, mais à chaque fois, des poissons, des crustacés, des bivalves. Pas les mêmes selon les stations, selon la salinité forcément, mais toujours ce panel d'espèces. Et on a regardé la génotoxicité, le test Comet, et l'immunotoxicité qui est véhiculée là aussi par les cours d'eau avec la réponse phagocytaire. Et l'idée derrière ça, c'était d'avoir des réponses, de les comparer à des valeurs seuils qui ont été définies aussi pour ces tests sur ces espèces-là, pour quelque part s'affranchir de l'espèce ou du test qu'on va regarder et d'avoir un résultat lisible à l'échelle de ce bassin-là. Alors, c'est ce que ça donne là comme résultat, où pour chaque station, pour chaque année, et pour les deux types de toxicité qu'on a regardés, donc sur le système immunitaire et sur le génome, on a une couleur associée aux poissons, aux crustacés, aux bivalves par station, et plus c'est violet, plus on a observé un effet avéré. Et l'intérêt de les compiler de cette manière-là, c'est que finalement, on s'affranchit du type de station, si c'est du continental, de l'estuaire ou du littoral, dans l'interprétation. On s'affranchit si c'est du type d'espèces sur lesquelles on a regardé aussi les effets, et aussi du type d'effet.
pour avoir une clé de lecture commune et faciliter vraiment l'interprétation de cette donnée-là. Et si je vous mets ça un peu différemment en tableau, donc on a en ligne nos différentes stations. La Seine, c'est le groupe en haut, avec la génotoxicité mesurée en 2020 et l'immunotoxicité en 2021 également. Et on a mis à côté l'état chimique et l'état écologique tel qu'il est évalué dans le cadre de la directive cadre sur l'eau. Et on voit plusieurs choses. On voit globalement des effets génotoxiques, donc sur l'ADN, qui sont sensiblement plus marqués que ceux qu'on peut observer sur le système immunitaire, que ce soit en 2020 ou en 2021, et quelles que soient également les espèces. On voit aussi une pression écotoxique qui est véhiculée par la Seine, ça c'est une réalité, qui est marquée, à très marquée, qui a plutôt tendance à réduire quand on arrive sur le littoral, donc à être dilué en baie de Seine, et par exemple, par comparaison, là, le Cotentin qui est beaucoup moins marqué. Et si on compare cet état écotoxique quelque part à l'état chimique ou à l'état écologique, on voit que ça matche plutôt pas mal, que quand l'état chimique est dégradé, on voit des effets et inversement. Et on voit que l'effet chimique n'est pas forcément le même que l'état écologique, lui qui va plutôt se baser sur les communautés. Et cet état un peu intermédiaire peut permettre d'apporter des éléments de compréhension, d'interprétation ou pour affiner le diagnostic de l'état de ces masses d'eau. Alors, suite à notamment à ce projet, mais pas que, l'Agence de l'eau Seine-Normandie met en place une biosurveillance, donc en complément des autres suivis qu'elle porte déjà. Et je vous ai regroupé là sur ce tableau et cette figure ce qui est en cours de mise en place. Ça reste en construction. C'est des suivis qui devraient pouvoir démarrer soit cette année, soit l'année prochaine. Et en gros, ces suivis, il y aura de la bioaccumulation plutôt sur les rivières, donc chez le Gamard, où il y aura une 50aine de stations à l'échelle du bassin Seine-Normandie, suivies une fois tous les 2 ans. Donc, je reviendrai sur la carte après. Des bioessais aussi qui vont être déployés sur le littoral et sur l'estuaire, sur le sédiment, avec des bioessais plutôt sur la toxicité générale et également spécifique, avec un suivi 1 à 4 fois par an sur 23 stations sur le littoral, et des bioessais également dans les rivières, avec là aussi toxicité générale et spécifique, là par contre sur la matrice eau, avec un suivi 4 fois par an sur une 40aine de stations. Et enfin, des biomarqueurs chez le flé ou la moule sur une dizaine de stations sur le littoral, et sur le Gamard, sur une 50aine de stations sur les eaux continentales. Et quand on zoome sur l'estuaire de Seine, qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Les ronds, ça va être les bioessais qui vont être mis en place. En marron sur les sédiments, donc là on voit Apose, à Wassel, La Bouille, Côte-Bec, Tancarville, sur l'embouchure de la Rille, et là sur la Touques, la Dive et à Honfleur. Des bioessais également sur l'eau, là plutôt au milieu continental, donc au niveau de Pose, et sur les affluents que sont l'Eure, la Rille, la Touques et la Dive. Et des biomarqueurs, je vous le disais, sur le Gamard, globalement sur l'Eure à Pose et sur l'Ostrobert, et sur le flay ou la moule sauvage, qui est déjà présente dans le milieu, là, sur la Seine, enfin plutôt à l'embouchure de la Seine, et sur la Dive et la Touques. Donc tout ça, c'est en construction, et ça devrait se mettre en place cette année ou l'année prochaine. Alors, quoi retenir de tout ce que je vous ai dit? Donc, à retenir sur la biosurveillance en estuaire de Seine. Donc, ça reste un outil utile pour consolider le diagnostic de l'estuaire ou de l'état de l'estuaire qui va être complémentaire aux autres suivis qui existent déjà, que ce soit chimique ou écologique. Cet état des lieux, même s'il est parcellaire, montre quand même clairement des effets liés à la contamination chimique, même s'il y a d'autres paramètres qui peuvent qui peuvent modifier l'état de santé des organismes. La contamination chimique, pour le contexte estuaire de Seine est quand même le levier ou le responsable principal. Et on a besoin de continuer à travailler pour renforcer le lien avec l'écologie, avec les multistress, dont les stress climatiques,
Voilà, on commence déjà à avoir quelques éléments, notamment chez le flé, où il y a ce double stress chimique et thermique qui pose question. En fait, faut imaginer que les organismes ont un peu ont de l'énergie pour vivre leur vie, et plus on aura une pression chimique qui sera présente, moins ils auront d'énergie qui va leur rester pour leur reproduction, leur croissance, leur déplacement. Et à un moment, ça peut être problématique quand on va vraiment multiplier et cumuler les stress. Il nous reste des efforts à faire pour poursuivre la connaissance. L'état des lieux que je vous ai un peu présenté au départ commence à dater un petit peu pour un certain nombre d'éléments. Donc, ce sera intéressant de revisiter cet état des lieux vraiment pour voir si les effets qu'on observait il y a une dizaine d'années ou 15 ans ont évolué et dans quel sens. Les approches de diagnostic ou de surveillance que je vous ai montrées restent encore à consolider, que ce soit au niveau des outils, sur des développements encore de méthodes, d'affiner les réponses qu'on peut observer, de réfléchir sur les stratégies de déploiement, les notions de valeur de référence. Là encore, plus on aura de données, plus on va pouvoir consolider ça. Et enfin, donc, je vous ai montré là sur la fin, un suivi qui se met en place avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, avec un volet notamment sur l'estuaire de Seine. Nous, au niveau du GIP, on réfléchit à voir s'il y a des compléments qui pourraient être apportés à ce suivi-là pour le densifier, le compléter et pour aller vraiment au maximum de ce qu'on peut faire dans l'interprétation de ces données-là. Et également, là, le projet en cours pour hiérarchiser les sources de pression toxique et identifier des leviers de gestion pour réduire cette pression écotoxique qui est présente en estuaire de Seine. Et nos deux contextes dans lesquels on réfléchit et on développe ça au GIP, c'est la mise en place d'une stratégie de suivi multi-thématique à laquelle on réfléchit, qui est le projet STRAS, et la réflexion autour des projets scientifiques de la phase 8 de Sénaval, qui va démarrer 2026-2027, sur laquelle on commence à réfléchir, à mettre des priorités, et celles-ci pourront en faire partie. Donc voilà sur ce que je voulais vous présenter. Maintenant, on peut prendre un quart d'heure pour échanger un petit peu, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes autour de l'écran. Faut pas hésiter. Je vous laisse avec cette petite photo de Chabot qui est parasité là, par des sangsues qui sont présentes là. Photo qui a été prise dans Vallon du Vivier, là près de Tancarville, dans le lit majeur de la Seine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cédric, pour ta présentation exhaustive. Alors, on a des petites questions donc, qui sont arrivées dans le chat. Alors, la première, donc Michel Horn, il se posait la question du cadmium, qui est un sujet qui a été majeur, qui est peut-être encore un peu. C'est quoi l'état des lieux sur le cadmium? Alors, cadmium, on en a eu, ça c'est contaminant métallique très présent historiquement en estuaire de Seine. À l'image de la plupart des métaux, c'est les niveaux, les concentrations ont été largement réduites depuis les années 80. Il y avait eu des problématiques liées au cadmium dans le bulot de mémoire, donc ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément revisitées et qui est plutôt une problématique ancienne, largement réduite, mais encore, on en retrouve encore, et parfois à des concentrations qui peuvent être problématiques. Donc, bien que ça ait été réduit, c'est encore une question d'intérêt. Ça marche. Alors, on avait une question sur l'espèce Gamar qui est suivie dans le cadre de tes labs de surveillance, et je vois que Anne-Sophie a répondu directement dans le chat. Donc ça c'est fait, merci. Une question plus générale de Manuel Sarraza, donc de l'agence de l'eau. Disposez-vous d'autres données anciennes, plus ou moins comparables avec des données récentes, comme pour l'exemple du Gardon, pour voir l'évolution? Pas tant que ça, non, et pas tant que ça, et c'était un peu, en fait, il y a pas mal de données un peu parcellaires, les techniques évoluent, les espèces de suivi évoluent,
Et c'est un peu, enfin, c'est notamment pour ça, ou sur cette, enfin voilà, sur ce constat-là qu'il y a eu le projet Ecotone en se disant, bah, on a plein de choses un peu parcellaires et du coup, on avait misé sur quelques espèces où il y avait eu un effort collectif de fait sur ces mêmes espèces et sur le même type de marqueur, justement pour pouvoir essayer d'avoir des données comparables dans le temps et dans l'espace. Le projet biosurveillance était un peu de la même manière, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on pousse sur la mise en place de suivi pérenne dans le temps, qui vont permettre d'éviter d'avoir ces questions dans 15 ans, en fait, de se dire, voilà, on va pouvoir suivre des évolutions. Après, on peut discuter des espèces choisies, des marqueurs choisis, mais en tout cas, d'avoir quelque chose de stable pour pouvoir suivre ces évolutions. Aujourd'hui, c'est quelque chose avec les données qu'on a, on n'a pas encore. Voilà, on a pas mal de diagnostics ponctuels qui peuvent être sur 2-3 ans, mais finalement très peu de données de suivi stable dans le temps, que ce soit avec des bioessais ou avec des biomarqueurs. N'hésitez pas à remettre des questions si on n'a pas répondu suffisamment bien. Vous pouvez compléter. Ensuite, alors on a une question sur les bioessais ou les biomarqueurs adaptés au milieu saumâtre. Voilà. Et a-t-on une idée de la robustesse de ces liées aux variations de salinité? Alors, c'est des choses, oui, enfin, du coup, pour les biomarqueurs, on peut en mesurer sur des espèces qui sont adaptées à ces milieux saumâtres. C'est pour ça qu'on a utilisé, par exemple, le flait. Sur la crevette, c'est possible aussi. Donc, si on est sur des espèces adaptées à ces variations-là, on peut suivre le même type de biomarqueur. Pour les bioessais, c'est un petit peu différent parce que quelle que soit la matrice, finalement, on peut globalement déployer le bioessai. Maintenant, ça va être une question de pertinence de ces bioessais-là. C'est ce qui avait été fait là dans le projet biosurveillance, où on avait des biomarqueurs suivis à la fois dans des milieux continentaux, des milieux vraiment estuariens, donc avec ces eaux saumâtres, et des milieux plutôt littoraux, et on peut avoir des valeurs seuil qui vont être différentes ou qui vont différer selon les espèces et selon les milieux. Et quelque part derrière, on avait un peu normalisé ça pour pouvoir comparer les milieux entre eux. Donc oui, on a des choses. La robustesse, ça dépend de chacun des marqueurs. Donc là, il faudrait rentrer dans le détail de chaque marqueur. Mais en tout cas, oui, c'est bien l'idée d'avoir à la fois des choses en continental, en littoral et en milieu estuarien avec les variations de salinité. Ouais. Ça marche. Si on a autour de l'écran qui veulent compléter ce que je dis, n'hésitez surtout pas. Tu veux, même si je dis des bêtises, encore plus. Tu le souhaites, je peux apporter un tout petit complément. Ouais, donc, en fait, sur les bioessais cellulaires, par rapport à ce que dit Cédric, c'est applicable quelle que soit la nature de la matrice, que souvent, en fait, on passe par un extrait. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste du bioessai cellulaire, mais ça, c'est quelque chose d'assez conventionnel. On extrait la fraction de contaminant en fonction de son affinité et de ses caractéristiques chimiques. Et du coup, on s'affranchit finalement du gradient de salinité. Donc ça, c'est un premier point. Sur les points plus biomarqueurs, sur les espèces autochtones, en fait, ça relève du travail des chercheurs. C'est-à-dire que c'est aux chercheurs en amont de calibrer leurs outils et de s'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas d'effet de la salinité quand on est en eau saumâtre, et s'il y a un effet, d'être capable de le corriger, ou sinon on ne peut pas interpréter les outils. Donc voilà, dans l'idée, tout bon écotoxicologue, avant de faire le déploiement et l'interprétation de ces outils dans le milieu, devrait s'assurer que les principales variables abiotiques naturelles n'aient pas d'impact sur la lecture de leurs outils. Et donc ça, généralement, c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce qu'on fait, j'imagine, pour la plupart. Après, ceci dit, moi je trouvais que c'était une bonne question, cette question-là. Et ceci dit, il y a quand même un point qu'il faut souligner, c'est que en eau saumâtre, effectivement, c'est quand même plus compliqué de développer des outils. Parce que lorsqu'on veut avoir des référentiels d'espèces qui vivent exclusivement en eau saumâtre, c'est-à-dire d'avoir des populations de référence, ou éventuellement des élevages en labo, etc., pour pouvoir garantir la compréhension de ce que c'est qu'une mesure biologique de base, et pouvoir la comparer ensuite quand on va dans le milieu, c'est plus compliqué. Parce que les espèces en estuaire, en eau saumâtre, elles sont dans des milieux de transition, et c'est très compliqué de trouver des estuaires qui soient complètement
libérés de toute imprégnation chimique. Donc là, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour améliorer la lecture des outils. On en a développé quelques-uns. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire de la communauté pour essayer justement de déverrouiller cette notion de référence quand on travaille en esture. Voilà, c'était ce que je voulais dire pour compléter. Merci Benoît. Très bon complément, merci. Ouais. Ouais. Si je reprends les autres questions sur le suivi aluminium sur les électrodes sacrificielles, c'est pas quelque chose qu'on a investigué nous au GIP, donc pas de réponse là-dessus. Absence de traces sur l'incendie, Lubrizol, Enel Logistique. On a vu des choses dans le bassin, ça c'est clair. En Seine, en fait, on était, alors, que ce soit pour la chimie ou l'écotox, pour certains paramètres dans le seuil haut de ce qu'on observe d'habitude. Donc en fait, il y a plusieurs, trois hypothèses un petit peu la réponse est sûrement un peu dans les trois. Il n'y a pas eu de mesure faite tout de suite, donc on a pu rater la première bouffée d'apport, ça c'est sûr. La deuxième, c'est qu'il y a eu un déclenchement du plan Polmar avec un barrage flottant qui a été mis en place, un courant inversé pour pouvoir pomper les polluants, donc quand même et puis des volumes qui n'étaient pas non plus monstrueux. Donc une gestion de l'accident qui a quand même limité au bassin au bois les rejets de ces eaux d'extinction. L'autre, finalement, on était quand même sur une empreinte chimique de choses qui sont déjà présentes en Seine. Donc, du coup, les apports additionnels s'ajoutent à des choses déjà présentes. On était dans l'échelle de variation qu'on observe d'habitude. Donc là, c'est aussi une difficulté d'avoir ce bruit de fond assez important en estuaire de Seine. Mais quand il y a un apport, il est plus dur à voir ou à décorréler quand c'est dans un milieu qui va être plus exempt de pollution. Donc, c'est un petit peu tous ces éléments d'interprétation auxquels on a pu arriver. Et la réponse est sûrement un peu dans tout ça. Et aussi, on a pu rater quelque chose. Ça, c'est clair aussi. Pas de complément. Donc, on avait les questions sur l'évolution de la féminisation des poissons dont tu parlais. Est-ce qu'en parallèle, on a essayé de quantifier la charge en perturbateurs endocriniens pour étayer cette hypothèse et du coup avoir la comparaison avec l'exposition? En fait, il y a beaucoup de substances qui ont des effets qui ont ce type d'effet-là. Donc, il n'y a pas que... on pense souvent aux hormones, certains pesticides, les PCB ont des effets perturbateurs endocriniens aussi. Enfin, il y en a pas mal. Donc, du coup, non, on n'a pas relié de manière directe. Et ça encore, c'est des états des lieux qui commencent à dater un petit peu, qui sera intéressant sûrement de réinvestiguer. Et puis, sûrement des outils peut-être un peu plus pointus aujourd'hui là-dessus. Mais en tout cas, sur les mesures récentes, on est quand même sur des taux d'intersex beaucoup plus faibles que ce qu'il pouvait y avoir sur les premières mesures qui ont été faites, notamment par les labos d'Ecotox au Havre dans les années 2000. Mais de mémoire, ça n'avait pas été forcément relié à une pression. Enfin, on n'avait pas mis au regard ils n'avaient pas forcément mis au regard de concentration de perturbateurs endocriniens de façon spécifique. Il y avait l'autre question d'Anne-Sophie, il faudrait que tu la précises, je pense, Anne-Sophie, parce que tu demandes s'il y a des tests similaires qui sont déployés sur d'autres estuaires. Et tu parles de quel test là de manière générale ou par rapport à la stratégie ou tu as des idées en tête? Tu nous précises un peu, non, c'était de manière générale en fait, parce que là c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même tout un panel qui a été mis en œuvre avec des choses assez sur des durées relativement longues, qui superposent, etc. Et je me demandais si au niveau international, il y avait déjà eu ce type d'approche complémentaire qui avait été mise en œuvre. Après, il y a souvent, il peut y avoir des suivis d'un ou deux marqueurs qui peuvent perdurer dans le temps. À l'échelle française, en tout cas, il n'y a pas encore. Ça y est, vous les mettez en place, donc il n'y a pas encore de
suivi patrimonial écotox estuaire à l'échelle internationale. Nos collègues scientifiques, des exemples. Ouais, Benoît, tu as peut-être des idées. Ouais, Benoît ou Jean, peut-être vous avez des exemples sur d'autres estuaires ou d'autres qui ont eu des approches assez globales de ce type-là, ou c'est des choses que vous avez vues par ailleurs dans la biblio? Ouais, pas vraiment. Ouais. Non, j'en ai pas. Il y a dû y avoir au moins des approches ponctuelles et peut-être un peu plus ciblées, mais non, là-dessus, j'en ai pas vraiment. Donc ça commence par la Seine, donc c'est bien. Très bien. Écoutez, on a fait le tour des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous avez, voilà, s'il y en a qui ont des remords ou encore des besoins de précision sur ce qu'on a raconté ce midi. C'est le moment. Il y a une nouvelle question, je crois. Ah oui, Jean, justement. Voit-on en scène une augmentation du cuivre sur des bivalves et une réduction assez nette de plomb et zinc? Je ne les ai pas en tête. Faut regarder sur le roc. Je les ai pas en Est-ce que tu tête. m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, d'accord. J'ai juste une interrogation parce que je suis assez surpris de voir que sur le littoral atlantique, globalement, il semblerait qu'il y ait une augmentation ces 10 dernières années du taux de cuivre, notamment dans les bivalves, donc les huîtres, les moules, les choses comme ça. Bon, bref. Et parallèlement à ça, il semblerait qu'il y ait plutôt une réduction générale de plomb et de zinc. Alors, ce qui paraît assez curieux, c'est que l'augmentation de cuivre, elle interpelle beaucoup de gens. On se demande à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à des modifications dans les pratiques agricoles, par exemple, j'en sais rien, mais on peut imaginer, par exemple, l'utilisation de, de fongicides à base de cuivre qui sont probablement de plus en plus utilisés au niveau agricole. Et puis, il y a une autre hypothèse qui est peut-être plus intéressante à voir, c'est que dans les antifouling de bateaux, on utilise de plus en plus de cuivre, comme le TBT, bien sûr, est interdit. Et apparemment, le passage de multiples bateaux en zone estuarienne peut créer un flux de cuivre non négligeable. Et puis, il y a d'autres hypothèses encore un peu plus tordues, c'est-à-dire qu'il est possible qu'avec l'acidification des sols liée aux pratiques agricoles, de l'agro-industrie, eh bien, il est possible que les sols aient tendance à relarguer des contaminations historiques de cuivre liées à cette acidification des sols. Donc là, il y a plein d'hypothèses. Ah ouais. Est-ce que vous avez une tendance cuivre au niveau donc de l'estuaire de Seine ou pas du tout? Je les ai pas en tête. Je regarde. Florence, tu as peut-être ça en tête au niveau du roc? Est-ce qu'elle est encore là, Florence? Non. Bon. Non, mais je regarderai sur les données, là, je les ai pas en tête. Ok, merci. Pas de problème. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, merci pour Juste pour dire, je sais pas si ouais. vous connaissez, c'est Florence. Donc, moi non plus, je ne les ai pas en tête. Merci, Florence. Mais il se passe des choses, effectivement, sur le cuivre, je crois bien. Mais c'est fait, effectivement, on a plusieurs pistes, mais pour l'instant, on n'a rien de concret pour vraiment essayer d'expliquer ça. Ok, merci. Merci à tous et à toutes. Juste dernier petit élément de rendez-vous. Donc, prochain webinaire de l'estuaire le 23 juin, où là, on parlera restauration écologique avec des retours d'expérience et les potentialités en estuaire de Seine. Donc voilà, on vous recommuniquera les dates, les liens d'inscription dans la foulée. Et deux autres rendez-vous aussi pour ceux que ça intéresse. On organise un séminaire le 11 juin à Rouen sur le suivi haute fréquence de la qualité de l'eau, donc le projet Fresque, qui vise à mettre en regard et puis surtout je trouve plus mon mot, pardon. Sur les différents suivis haute fréquence qu'il y a sur l'agglomération parisienne qui est en estuaire et en baie. Et il y aura des retours d'expérience aussi sur d'autres, là pour le coup, sur d'autres cours d'eau français.
Et voilà, vous pouvez d'ores et déjà aussi noter la date de notre prochain séminaire scientifique, donc le mardi 18 et mercredi 19 novembre. Ça sera à Rouen également. Et là, pareil, vous aurez les infos et les liens d'inscription par les canaux habituels. Voilà, merci beaucoup et bon après-midi à tous et à toutes.